Salut les Fremen, alors cette fois-ci on s'attaque à la deuxième partie de la vie de Paul Atreides, alias Muad'Dib. Accrochez-vous. Arrakis, la planète des sables, aussi connue sous le nom de Dune. Planète la plus précieuse de tout l'univers parce que c'est seulement là que l'on trouve l'épice. Sans épices, il n'y a pas de voyage dans l'univers. Tout commerce entre les grandes nations serait impossible car les distances entre chaque planète sont trop éloignées. Sans épices, il n'y a pas de préscience. Sans épices, la vie dure beaucoup moins longtemps. Sans épices, les défenses immunitaires sont vraiment amoindries. L'épice, source de tous les conflits, source de tous les meurtres, de toutes les conspirations. Bienvenue dans le monde de Frank Herberts, bienvenue dans le monde de Dune. Alors rappelez-vous, nous sommes en 10191, l'univers connu est dirigé par l'empereur Shaddam le IV, Shaddam Corrino, et celui-ci demande au duc Leto Atreides de Caladan d'aller sur la planète Arrakis, communément appelée Dune, afin d'y administrer l'épice pour l'Imperium. Interrompant de façon temporaire 80 années de tradition harkonnène, ainsi que tous les bénéfices que cela pouvait engendrer. C'est pas vrai! J'ai dit de façon temporaire, sombre idiot. L'épice étant la substance la plus précieuse de l'univers, administrer l'épice est un poste à haute responsabilité et c'est un très grand honneur que fait l'empereur aux Atreides. Mais bon, ça c'est seulement en apparence. En fait, il s'agit purement et simplement d'un piège. L'empereur, qui a peur, oui peur on peut le dire, de la popularité du duc Leto au sein des autres familles de l'Imperium, décide donc de lui tendre un piège avec la complicité du baron Vladimir Harkonnen. Les oiseaux petits. Les Atreides et les Harkonnen se détestent depuis plus de 10 000 ans, depuis la bataille de Corrin. L'humanité était en guerre contre les machines pensantes et Abulur d'Harkonnen fut renvoyé de l'armée par le général Vorian Atreides pour avoir eu un comportement de lâche durant cette bataille. Bon, en fait, si vous voyez mes vidéos sur les Titans ou sur le baron Harkonnen 2.0, vous verrez que c'est un peu plus compliqué que ça. 3 mois après leur arrivée sur la planète Arrakis, enfin 90 jours pour être plus précis, les Atreides subirent une attaque massive des Harkonnen ainsi que 5 légions de Sardaukar qui s'étaient joints parmi la mêlée, et le duc Leto et toutes ses forces furent anéantis en l'espace d'une soirée. Et cela grâce à l'aide du docteur Wellington Yueh, médecin personnel des Atreides, qui avait désactivé les boucliers de la citadelle. Le baron Harkonnen reprend possession d'Arrakis et la première chose qu'il fait, c'est d'éliminer le docteur Yueh. Pas de témoin. Et puis, le baron Harkonnen a sa philosophie. Jamais croire les traîtres. Pas même ceux que vous avez créés. Mais tous les Atreides ne furent pas tués. Paul, l'héritier du duc Leto, et sa mère, Dame Jessica, avaient réussi à s'en sortir. Car bien que le docteur Yueh ait trahi les Atreides, il avait quand même pris ses dispositions pour que Paul et sa mère puissent s'en sortir. Dans un paquet, ils trouvèrent des vivres, un kit de survie, une tente, une lettre du docteur Yueh que Tcheko va vous lire tout à l'heure, et surtout l'anneau ducal, l'anneau du duc. Voilà, la preuve irréfutable que le duc Leto est mort. Je ne veux pas de votre pardon. J'ai déjà bien assez de fardeau. Ce que j'ai fait, je l'ai fait sans méchanceté et sans espoir d'être compris. Je vous donne le sceau ducal pour prouver que j'écris la vérité. Lorsque vous lirez ces lignes, le duc Leto sera mort. Puisse l'assurance que je vous donne qu'il n'est pas mort seul, mais qu'il a entraîné avec lui celui que nous détestions par-dessus tout, vous consoler. Malheureusement, le plan méticuleux du docteur Yueh échoua car la seule victime de la dent empoisonnée fut Peter, le mentat du baron.
Duncan Idaho, en compagnie du Dr Kynes, qui s'avère être Liet, le chef spirituel des Fremen, avait reçu des instructions du Dr Yue afin de pouvoir retrouver facilement le jeune duc et sa mère dans le désert. Ils arrivèrent à rejoindre un poste avancé. C'est là que Duncan fit plus ou moins le bilan de toute cette affaire à son jeune duc. Il n'y a pratiquement aucun survivant. De toute façon, les chances qu'un soldat Atréide puisse s'échapper d'Arrakis sont minces, astronomiquement minces. Paul sait aussi qu'il est dorénavant un duc renégat, que les soi-disant amis qu'il avait dans l'Imperium ne bougeront pas le petit doigt pour l'aider. Paul sait que sa seule chance, c'est de suivre ses visions et de trouver le peuple Fremen dans le désert. Malheureusement, ils furent retrouvés par une patrouille Harkonnen et ne purent s'en sortir que grâce au sacrifice héroïque de Duncan Idaho, qui a quand même réussi à tuer 15 Sardaukar avant de se faire avoir. Le Dr Kynes, lui, s'est fait capturer par le baron Harkonnen et celui-ci décida qu'il fallait purement et simplement abandonner le pauvre docteur dans le désert. Paul et Jessica arrivèrent à s'échapper à bord d'un ornithoptère, un engin volant adapté pour Arrakis, mais furent poursuivis par les Harkonnen qui étaient aussi équipés de ce genre d'engin. Alors Paul décida le tout pour le tout. Sur les capteurs, il voyait une gigantesque tempête de sable à plus de entre 700 et 800 km/h, rendez-vous compte, et Paul décida de foncer en plein dedans. Les Harkonnen, eux, ils se sont pissés dessus et ils ont préféré rebrousser chemin. Que vois-tu, Muad'Dib? Lorsque tu es absent comme ça, où est-ce que tu vas? Le baron Vladimir, lui, il jubile. Ça y est, la famille Harkonnen a enfin eu sa revanche sur les Atréides. Cette vieille blessure de 10 000 ans va enfin pouvoir se refermer. De plus, le peu d'Atréides qui a survécu, du moins les soldats, vont servir d'esclaves ou alors servir dans les arènes de gladiateurs. Il a récupéré Arrakis, ses jours de fête nationale et partout obligatoires sur toutes les planètes du baron. Se retrouvant sans conseiller depuis la mort de Peter à cause de la dent empoisonnée du duc Leto, le baron prend de force Tufir Hawat comme nouveau mentat pour la maison Harkonnen. Gurney Halleck, lui, il a disparu. On le soupçonne d'avoir rejoint les contrebandiers. Préférant vivre sur Gadi Prime, le baron laisse la gérance de la planète Arrakis à son neveu Raban, dit la Bête. Quelque part dans le désert profond, un omnithoptère s'est écrasé, et deux formes s'en éloignent à toute vitesse en direction des rochers. Quelques instants plus tard, un léviathan des sables gigantesque surgit et happe l'ornithoptère. Paul et sa mère se rendent compte qu'ils viennent tout juste d'échapper à un ver des sables. Alors bon, ils sont vivants, d'accord, mais la situation n'est pas géniale. Ils sont perdus dans le désert. Ils ont bien sûr un petit kit de survie dans lequel il y a une tente, de l'eau, de la nourriture, un compas. Mais bon, la seule indication qu'ils ont, c'est qu'ils doivent aller dans le désert pour trouver les Fremen quelque part. Bon, c'est super déjà comme ça. De plus, Dame Jessica est enceinte, donc ça aide pas vraiment pour progresser vite. Et comble de malchance, il y a eu un moment une avalanche de sable, bah oui ça existe, et Dame Jessica fut prise dedans. Dans cette histoire, malheureusement, ils ont perdu leur kit de survie, donc plus de provisions, plus d'eau, plus de compas, plus rien. Rappelez-vous, l'épice est absolument partout sur Arrakis, et elle donne des dons de prescience, de longévité et pas mal d'autres facultés. Mais bon, en ce qui concerne Paul, il avait déjà des visions et des prémonitions quand il était sur Caladan. Mais maintenant, au contact de l'épice pure, non raffinée, dans le désert, parce qu'elle est absolument partout, ces visions se sont amplifiées. Mais parfois, ces visions sont différentes, légèrement différentes. Par exemple, quand il est dans le désert en ce moment avec sa mère, et pourtant dans ses visions, Duncan Idaho était avec eux. La causalité en quelque sorte. Il a fait quelque chose ou n'a pas fait quelque chose à un certain moment qui fait que ça a modifié légèrement l'avenir. Mais dans ce voyage dans le désert avec sa mère, il eut une autre vision,
quelque chose qui le troubla fortement, et il eut même du mal à en faire part à sa mère. Choco va vous en parler tout de suite. J'ai cheminé dans l'avenir. J'ai vu un document dans un lieu. J'ai tous les détails. Nous sommes des Harkonnen. Une branche renégate de la famille, dit-elle. C'est cela, n'est-ce pas? Quelques cousins Harkonnen qui... Vous êtes la propre fille du baron, dit Paul. Et il la regarda porter les mains à sa bouche avant de poursuivre. Le baron s'est adonné à bien des plaisirs dans sa jeunesse, et il s'est laissé séduire une fois. Mais c'était pour les besoins génétiques du Bene Gesserit. C'était par l'une d'entre vous. Vous? C'était comme une gifle. Mais son esprit se remit à fonctionner et elle ne pouvait nier ses paroles. Tant de suppositions passées reparaissaient maintenant et se rejoignaient. La fille que désirait le Bene Gesserit. Paul expliqua à sa mère qu'elle et lui étaient le fruit d'un programme génétique que les Bene Gesserit avaient mis en place il y a plusieurs milliers d'années et qui a pour nom le Kwisatz Haderach. Souvenez-vous, je vous avais dit dans la première vidéo que le Bene Gesserit avait un pouvoir assez spécial, c'était celui de la mémoire seconde. Elles ont accès à la mémoire et aux souvenirs de tous leurs ancêtres, mais seulement du côté féminin. Le Bene Gesserit utilise un dérivé de l'épice afin de pouvoir en faire une drogue, et cette drogue on s'en sert pour une épreuve qui s'appelle l'agonie de l'épice. Les jeunes acolytes s'en servent pour avoir le statut de révérende mère si elles en survivent. La drogue est dangereuse, mais elle donne un pouvoir véritable. Par elle, une diseuse de vérité peut visiter bien des lieux dans sa mémoire, dans la mémoire de son corps. Elle peut se pencher sur maintes avenues du passé, mais seulement sur des avenues féminines. Pourtant, il est un lieu que nulle liseuse ne peut visiter. Un lieu qui nous repousse, nous terrifie. Mais il est dit qu'un homme viendra un jour qui, avec la grâce de la drogue, verra avec son œil intérieur, qu'il verra, comme aucune d'entre nous n'a pu le faire, dans tous les passés, masculins et féminins. Celui qui peut être en plusieurs endroits en même temps. Le Kwisatz Haderach. Dame Jessica, concubine du duc Leto, est en fait la fille du baron Vladimir Harkonnen. De plus, elle connaissait un petit peu l'histoire du programme génétique Kwisatz Haderach, et elle comprend mieux maintenant pourquoi les sœurs étaient si furieuses après elle quand elle avait donné un fils au lieu d'une fille au duc Leto. Dame Jessica avait complètement bouleversé le programme génétique du Kwisatz Haderach, et cela aura des répercussions et créera un chaos qu'elle ne s'imagine même pas. Paul et sa mère finirent par tomber sur les Fremen, mais ça s'est pas très bien passé au début, et les Fremen tentèrent de les capturer. Paul réussit facilement à maîtriser le Fremen qui avait tenté de s'en prendre à lui, un certain Jamis, tant qu'à Dame Jessica, elle maîtrisa avec une énorme facilité le chef de la bande, Stilgar. Stilgar, lui, reconnut que cette femme avait une grande force et lui promit, en échange de sa clémence, l'hospitalité. Ce que Dame Jessica et Paul acceptèrent. C'est là que Paul fit la connaissance de Shani, une fille dont il voyait le visage dans ses rêves depuis très longtemps, et il en fut énormément troublé. Shani qui en fait s'avère être la fille de Liet. Prédire l'avenir et ensuite faire en sorte qu'il en soit ainsi. Bon. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous parler de manipulation. Le peuple d'Arrakis, donc les Fremen qui vivent dans le désert ou même ceux qui vivent dans les villes, ont entendu parler d'une prophétie. Et ils l'attendent d'ailleurs, depuis plusieurs générations. La prophétie d'un Messie qui viendra les libérer, le Mahdi.
Mais en fait, tout ça c'est un plan du Bene Gesserit. Ces vieilles petites salopes, en fait, elles avaient déjà implanté des agents sur Arrakis, et donc ils leur ont collé quelques vieilles dans les pattes, des vieilles qui radotent qu'un jour il y aura un messie, machin, tout ça, et le peuple Fremen a fini par y croire. Ça arrive assez souvent dans plusieurs cultures d'ailleurs. Donc, Paul et Jessica, qui sont bien au courant de certains plans du Bene Gesserit, particulièrement Jessica, vont se servir de cette légende afin de pouvoir survivre et manipuler en quelque sorte le peuple Fremen pour pouvoir arriver à leur fin. Mais il y en a un à qui ça plaisait pas tout ça, Jamis, qui s'est senti humilié d'avoir été maîtrisé par un petit de 15 ans sans doute, et décida de recourir à l'Amtal, donc une espèce de duel d'honneur afin de laver son honneur, et aussi pour que Paul et sa mère puissent prouver leur dire, s'ils sont réellement les personnes que les Fremen attendent depuis des générations et des générations. Si Paul gagne le combat, la tribu acceptera que Paul est peut-être l'élu. S'ils le perdent, eh bien, tant pis. Paul dut donc faire son premier combat au couteau, du moins son premier combat à mort, puisque Paul est un habitué des duels, il a quand même eu les meilleurs pour le former, Duncan Idaho et Gurney Halleck, mais franchir le pas, tuer, pour Paul, ce fut un cap vraiment difficile à franchir. D'ailleurs, au début, il s'attira les foudres des Fremen, puisqu'il pensait qu'il jouait avec son adversaire. Et ça, les Fremen, ils acceptent pas. Mais bon, Paul décida de franchir le pas et tua Jamis. La chair appartient à la personne, mais son eau appartient à la tribu. Jamis eut droit à une cérémonie funèbre, ainsi qu'une procédure que les Fremen font pour leur mort, afin de récupérer tout l'eau du corps. L'eau d'ailleurs sera remis à Paul en trophée pour sa victoire contre Jamis. Pendant la cérémonie, Paul troubla beaucoup les Fremen puisqu'il versa des larmes sur Jamis. Et les Fremen ne versent jamais de larmes. C'est un gaspillage d'eau. Sur une planète où la sécheresse est continuelle, on ne peut pas se permettre de pleurer. Ou alors c'est vraiment un très très grand honneur, comme pour un frère. Paul eut aussi droit à son baptême Fremen. Il eut son nom secret, son nom de sietch, Usul, qui signifie force en Fremen. Le nom secret que seuls les membres du sietch doivent connaître, mais il lui fallait aussi un nom d'homme. Et c'est Choco qui va vous raconter cette partie de l'histoire. À présent, dit encore Stilgar, quel nom d'homme veux-tu que nous choisissions devant tous? Quel nom donnez-vous à la petite souris, celle qui saute? Nous l'appelons Muad'Dib, dit Stilgar. Pourrais-je porter parmi vous le nom de Paul Muad'Dib? Tu es Paul Muad'Dib. Je vais te dire une chose à propos de ton nouveau nom, dit Stilgar. Ton choix nous plaît. Muad'Dib a la sagesse du désert. Muad'Dib crée elle-même son eau. Muad'Dib se cache du soleil et voyage dans la fraîcheur de la nuit. Muad'Dib est féconde et se multiplie à la face de la terre. Muad'Dib est le nom de ceux qui instruisent les enfants. Voilà une base solide sur laquelle construire ta vie. Paul Muad'Dib, Uzul parmi nous. Et voilà, c'est ainsi que Paul Atreides, jeune noble de 15 ans de la planète Caladan, est devenu Muad'Dib, le tueur du désert. Eh bien, nous en sommes à la fin de cette deuxième partie de la vie de Paul Atreides, alias Muad'Dib. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Vous inquiétez pas, la troisième partie va sortir vite, très très vite. En attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, un pouce rouge, à partager si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt les Fremen, à très très bientôt. Salut!
Et j'en profite pour remercier Choco pour son premier mois d'abonnement